Compose, épisode 66. La première vidéo que je sors, ça me permet déjà d'avoir des opportunités. Et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit aussi de me dire que, en fait, parfois il suffit de montrer ce qu'on fait, de sortir quelque chose, parce que j'aurais pu me dire juste la vidéo, je la garde pour moi. Mais juste en la mettant sur YouTube, on se dirait, tout le monde s'en fout. En fait, c'est juste la première fois de ma vie que je fais une vidéo, je sors un truc, ça se trouve c'est pas terrible, mais je me suis dit je la mets quand même. Et je suis pas, justement à la base, j'étais pas du tout du genre à montrer ce que je faisais, à être très à l'aise en général, à être très confiant. Mais je l'ai quand même sorti et en vrai, ça m'a prouvé que c'est super important de, parfois, même si on se dit les gens s'en foutent, en fait, pas tant que ça. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Gables. Antoine, il est vidéaste. Ensemble, on a parlé du fait qu'il achète sa première caméra à 18 ans, puis part un mois en Thaïlande, du premier contrat qu'il décroche après avoir sorti sa vidéo, de ses 3 années passées à l'île Maurice, d'opportunités, de confiance, de sa découverte du monde de l'entrepreneuriat, de son envie de vivre à Los Angeles, de l'association à laquelle il vient en aide au Népal. On a enregistré en septembre lorsqu'il était de passage en Belgique. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Antoine d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci de m'inviter sur Compose. Tu es donc vidéaste, mais tu as seulement 27 ans et tu as un parcours déjà assez impressionnant. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne au tout début. Comment est né en fait ton intérêt pour l'audiovisuel ? Alors, moi, mon intérêt, c'est vraiment pas né très tôt. Donc, contrairement à parfois des gens qui trouvent leur passion quand ils sont très jeunes ou qui ont des gens qui ont touché une caméra quand ils avaient, je sais pas, 10 ans. Moi, pas du tout. J'ai touché ma première caméra. Vraiment, j'ai acheté ma première caméra à mes 18 ans. Et c'était juste parce que, en fait, à la base, je voyais des vidéos de voyage sur YouTube. Et moi, j'étais en études, je commençais mes études simplement à ce moment-là d'ingénieur de gestion et je travaillais au McDo sur le côté en tant que job étudiant et je voyais ces mecs qui voyageaient en étant payés pour voyager sur YouTube, qui faisaient des vidéos incroyables avec leurs amis partout dans le monde et je me suis dit c'est trop cool et du coup j'ai décidé de partir pour la première fois aussi. Donc j'ai pris un billet pour la Thaïlande avec mon meilleur ami qui s'appelle Ryan et c'était mon premier voyage. J'ai fait des voyages en France bien sûr avant, mais c'est mon premier voyage vraiment hors de l'Europe, mon premier gros voyage. On est parti un mois et du coup un mois en Thaïlande, j'avais avec ma petite caméra que je venais d'acheter à 200 €. Et j'avais jamais rien appris sur la vidéo, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, sur place, j'ai filmé tout ce que je pouvais. J'ai vraiment filmé des centaines d'heures de vidéos avec mon pote que je lui demandais de marcher par là, je lui demandais de poser. Et voilà, donc j'ai filmé tout ce que je pouvais. Et en rentrant, j'ai fait un montage qui m'a duré 3 mois aussi à faire, donc parce que j'ai appris sur le tas. Donc j'ai regardé des vidéos YouTube pour savoir comment faire tel type d'effet, tel type de transition. Et voilà, donc je me suis beaucoup inspiré de ces vidéos et j'ai sorti ma première vidéo de voyage sur un voyage en Thaïlande. Et c'est là que je me suis dit, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. Et la vidéo, évidemment, n'était pas du tout aussi bien que celle que je voyais sur YouTube, mais je pense qu'elle était quand même pas mal parce que j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont été intéressés et qui m'ont dit c'est super ce que tu fais, je savais pas que tu savais faire de la vidéo. Et moi je disais je savais pas non plus. Et ils me disaient je savais pas que tu savais faire de la vidéo, et ils m'ont recommandé à 2-3 personnes et au final cette vidéo a été vue donc par quelques personnes qui ont des entreprises locales à Braine-l'Alleud, Waterloo, parce que moi donc je suis de Braine-l'Alleud. Et ça a fait que j'ai eu mes premiers jobs, donc quelques entreprises, des amis à moi qui avaient une franchise Domino's Pizza qui m'ont dit c'est trop cool, est-ce que tu peux faire une vidéo pour notre Domino's? J'ai dit oui, et du coup c'était mon premier job payé, donc ça a commencé comme ça et petit à petit j'ai travaillé pour des restaurants du coup à la base, et voilà, donc c'est vraiment comme ça que je me suis lancé. Et au fur et à mesure ça a commencé à de plus en plus me passionner et je commençais à devenir meilleur. Et un jour moi j'ai switché études de ingénieur gestion, j'ai fait études de kiné, donc je commençais à continuer la kiné, j'étais en 3e année de kiné. Et ça me plaisait vraiment pas de faire des études, moi. Enfin, je faisais vraiment des études parce que c'était par défaut qu'il fallait en faire. Et je critique pas du tout les études, je pense que c'est une super bonne chose qu'on ait la chance dans ce pays. Parce que maintenant je voyage beaucoup, je me rends compte à quel point on a une chance énorme en Belgique de pouvoir faire des études sans devoir payer. Mais voilà, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et je pense que parfois ça devient trop le chemin tracé qui est vraiment par défaut. Et moi, c'était pas un truc que je voulais. Donc j'ai
j'ai eu la chance de me dire, en fait, non, il faut que je fasse ce que je veux vraiment faire. Et donc, j'ai eu une opportunité de partir à l'île Maurice pour faire de la vidéo à temps plein. Sur internet par hasard, j'ai un ami à moi qui m'a envoyé une vidéo YouTube d'un gars qui était devant sa piscine à l'île Maurice avec son téléphone, qui filmait, qui disait voilà, moi je cherche un vidéaste pour partir 3 ans à l'île Maurice, voyager avec moi partout dans le monde. Et le truc qui paraissait un peu presque scam, mais j'ai quand même appliqué. Je me suis dit on sait jamais. Je l'ai dit du coup à mes parents, et mes parents ils me regardaient, ils me disaient mais qu'est-ce que tu nous racontes encore comme histoire? Et ça les faisait un peu rigoler, sauf qu'au final c'est devenu sérieux, et au bout de quelques jours le mec a direct en fait dit j'adore ce que tu fais. Il a vu la vidéo de Thaïlande qui était ma première vidéo, il a dit il y a un truc sur cette vidéo qui fait que j'ai envie de travailler avec toi, et du coup il m'a pris, et bon, j'ai arrêté mes études direct et je suis parti à l'île Maurice, et j'ai vécu 3 ans à l'île Maurice. Et donc c'est comme ça vraiment que la vidéo a commencé, parce que là, c'est là que c'est vraiment devenu mon métier. Ouais. Parce qu'avant c'était disons le job au McDo que j'avais, je l'ai remplacé avec le job de vidéaste pour les petits restaurants locaux. Donc c'était vraiment un job étudiant, on va dire. Et c'est là que vraiment je me suis lancé à temps plein, et que c'est devenu mon métier, et que j'ai appris. Mais donc voilà, pour revenir à ce que tu dis, non, c'était pas une passion d'enfance ou quoi, c'est vraiment un truc que j'ai découvert, et je me suis dit on va tester. Et j'ai testé, ça m'a plu, je me suis lancé. Ouais, comment tu l'as vécu, pour revenir un peu à ce voyage en Thaïlande, en fait, comment tu l'as vécu quand tu as commencé justement à filmer plein de choses? Tu t'es dit, ok, en fait, j'adore faire ça, et tu le voyais déjà comme un potentiel futur métier? En fait, quand je suis parti en Thaïlande, je voyais ce que je voyais. Donc je voyais les vidéos sur YouTube de mecs qui voyageaient et qui étaient payés pour voyager. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est un cool métier ça. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Donc je voyais pas spécialement ce que je fais maintenant. Ouais. Parce que j'imaginais pas ça spécialement possible. Mais je pense que c'est toujours comme ça dans la vie, quand tu commences quelque chose ou que tu as une opportunité, faut la prendre, tu testes, et au final les autres opportunités et les autres choses que tu veux faire se développent, parce que tu peux pas deviner. J'aurais jamais pu deviner que par exemple maintenant je commence à partir aux États-Unis, travailler avec des artistes de musique, j'aurais jamais imaginé que je ferais ça. Mais en fait c'est à force de faire les choses que petit à petit ça c'est arrivé, et ça en arrive jusque là. Et après peut-être que c'est pour ça que souvent quand les gens me demandent qu'est-ce que tu veux faire après, c'est quoi tes objectifs, si ça se trouve je ferai plus de vidéos, en fait j'en sais rien. Moi je pense pas que je ferai de la vidéo toute ma vie. Je pense que je resterai dans des métiers comme ça créatifs, mais je pense que je ferai la vidéo même sur le côté toute ma vie, oui, mais je pense pas que ce sera mon métier d'être vidéaste toute ma vie. Je pense qu'il y a des moments où d'autres choses vont se développer, parce que les opportunités vont arriver petit à petit, et peut-être par exemple, j'en sais rien, maintenant je travaille avec des artistes, peut-être qu'un jour je vais commencer à apprendre le milieu et je vais devenir agent d'artiste, je vais gérer la partie créative de certains artistes, voilà, je dis n'importe quoi, mais je pense que à force de faire des choses, on découvre d'autres choses, et les opportunités arrivent, et quand on les prend, on fait plein de trucs. Et je pense que ça, une vie qui est chouette, c'est une vie qui est diversifiée. Ouais. Et pour ce fameux montage qui t'a pris 3 mois, donc tu as suivi surtout des formations, des tutos sur YouTube, pas des formations. Est-ce que à un moment tu t'es dit j'aimerais aussi me former? Est-ce que tu t'es formé le long de ton parcours comme ça dans le montage vidéo? Ouais, alors moi quand j'ai commencé, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de besoin de faire des formations, parce qu'en fait on trouve tout gratuitement sur YouTube. Ouais. Et pour être honnête, j'avais pas le budget du tout pour payer une formation, même une formation à quelques centaines d'euros, j'avais pas l'étude au tout début. Et donc j'ai appris tout sur YouTube, et il y a tellement de ressources maintenant gratuites dans n'importe quel métier, en fait, c'est ouf. Ce qui fait qu'il y a pas vraiment d'excuses. Donc j'ai fait ça sur YouTube, et j'ai appris aussi beaucoup sur le tas. Je pense qu'une des bonnes manières d'apprendre aussi, c'est de travailler avec d'autres gens. Et bon, dans ce que je fais, malheureusement, j'ai pas l'occasion de beaucoup travailler avec d'autres gens, mais je le ressens que dès que je travaille avec un pote à moi qui fait de la vidéo, qu'on fait un projet ensemble, j'apprends énormément, parce que je vois comment il travaille, je vois les trucs, le matériel qu'il utilise, je vois la façon dont il filme, et je pense que j'ai appris aussi du coup beaucoup le peu de fois où j'ai travaillé avec des personnes, où j'ai vu travailler des personnes. Donc je pense que c'est comme ça, je dirais YouTube et regarder les gens travailler. Et justement, ouais, tu avais une caméra, tu disais, à 200 € au début. Au fur et à mesure, du coup, tes jobs d'étudiant comme ça dans le montage, enfin dans la vidéo, ça te permettait de financer ton futur matériel? Ouais, alors en fait, moi j'ai disons, pour commencer, ma première caméra, je l'ai achetée vraiment avec mon job étudiant du coup au McDo. Donc voilà, encore une fois, je pense que tout le monde peut travailler au McDo. C'est pas non plus le job le plus difficile à rentrer. Donc voilà, j'ai travaillé au McDo pendant 1 an ou 2 ans, et j'ai acheté ma première caméra qui coûtait aussi quelques centaines d'euros. Donc c'est ça qui m'a permis de financer le début, et qui m'a financé aussi mon premier voyage. Et après ça, j'ai eu la chance du coup grâce à cette
première caméra et cette première vidéo, donc portfolio, on va dire en fait, d'avoir d'autres opportunités qui m'ont en fait transformé ce job étudiant McDo. Je faisais plein de jobs étudiants, j'étais promo boy aussi, donc Ouais. je travaillais, je me déguisais en 7LM mais j'allais j'allais dans des événements, je me déguisais en M&M, j'allais faire des coucous aux gens dans les supermarchés, donc vraiment j'ai fait tout. Et après, bah, j'ai eu la chance de remplacer ça par la vidéo et donc de travailler principalement pour des restaurants locaux au début en Belgique et enfin surtout à Brennalo, Waterloo. Ouais. Et voilà, et c'était bien parce que ça rapportait même plus et ça me permettait de, en plus de faire ce job étudiant, de m'entraîner Ouais. pour d'autres trucs par la suite, quoi. Et ça te rendait fier qu'on vienne comme ça te chercher et que finalement, ça a commencé au niveau local, mais que vraiment les gens te faisaient confiance pour leurs vidéos? Ouais, c'était vraiment, ouais, c'était, je pense, une fierté de me dire, bah ouais, la première vidéo que je sors, ça me permet déjà d'avoir des opportunités. Et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit aussi de me dire que, bah, en fait, parfois il suffit de se, de montrer ce qu'on fait, de sortir quelque chose, parce Ouais. que j'aurais pu me dire juste la vidéo, bah, je la garde pour moi. Mais juste en la mettant sur YouTube, on se dirait, bah, tout le monde s'en fout. En fait, c'est juste, la première fois de ma vie que je fais une vidéo, je sors un truc, ça se trouve c'est pas terrible, mais je me suis dit, je la mets quand même. Et je suis pas, justement, à la base, j'étais pas du tout du genre à montrer ce que je faisais, à être à être très à l'aise en général, à être très confiant. Mais je l'ai quand même sorti et en vrai, ça m'a prouvé que c'est super important de, parfois, même si on se dit, les gens s'en foutent, bah, en fait, pas tant que ça. Mhm. Et puis du coup, le premier gros job dont tu parlais, c'était l'île Maurice. Comment ça s'est passé? Comment t'as vécu ton expérience là-bas? Qu'est-ce qu'on te demandait de faire, etc. Mon premier job du coup à l'île Maurice, c'était en fait avec un entrepreneur du digital. Donc comme je disais, il m'a recruté très rapidement et en fait, je suis parti donc au bout de, j'ai arrêté mes études et 2 semaines après, j'étais installé à l'île Maurice. Donc ça a été tout très rapide. J'ai découvert un milieu que je connaissais pas du tout parce que le milieu de l'entrepreneuriat digital, la vente de formation en ligne, l'e-commerce et tout, c'est des trucs que je connaissais vraiment zéro. Et du coup, ouais, ça m'a appris énormément de choses de travailler là-bas avec quelqu'un comme ça. Et ça m'a vraiment permis de me professionnaliser en fait dans mon métier parce que c'est là que vraiment que c'est devenu un vrai métier. Parce que du coup, bah, j'ai eu accès à du matériel via cette personne, j'ai eu accès à des événements que j'ai filmés, j'ai eu accès à gérer des équipes pour certains projets. Donc c'est là que j'ai vraiment, je dirais, le plus appris de choses. Et c'est là que et c'est là aussi que voilà, j'ai le plus appris de choses sur moi-même aussi. Le fait de partir loin comme ça pendant plusieurs années, Ouais. c'est la période du Covid aussi, donc j'étais même coincé là-bas, mais c'était une très belle chose d'être coincé à l'île Maurice. J'étais pas coincé dans un appartement ou quoi dans Paris ou j'en sais rien, j'étais coincé sur la plage à l'île Maurice, donc voilà, j'ai pas vraiment à me plaindre. Et donc ça m'a vraiment donné une opportunité énorme. Ouais, trop bien. Et du coup, comment ça s'est fini et comment t'as décidé de passer entre guillemets au projet suivant? Euh, alors en fait, pendant ces 3 années, j'ai travaillé avec une personne, mais qui travaille avec plein de personnes. Donc Ouais. ça m'a permis de en fait travailler moi-même avec plein de personnes, comme si j'étais déjà entrepreneur. Mhm. Et en travaillant avec toutes ces personnes, bah, j'ai déjà développé un assez gros réseau. Et en plus de ça, j'ai pu découvrir plein de choses différentes. Et j'ai pu aussi découvrir ce qui était possible, même en termes financiers, de voir un peu ce que je pouvais gagner. Parce que cette personne, du coup, elle faisait aussi beaucoup de la promotion pour que les gens deviennent entrepreneurs. Il était un peu coach d'entrepreneur. Donc, ça m'a vraiment permis de découvrir un monde, mais un monde, voilà, pas que je parle pas vraiment d'un monde vidéaste, mais je parle d'un monde, ouais, entrepreneuriat et financier aussi, business. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça aussi après moi-même. Donc, j'avais un contrat de 3 ans. Donc, à la fin de ce contrat, je me suis dit, j'avais déjà commencé à faire quelques petits projets sur le côté. J'avais créé mon entreprise déjà un petit peu. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire ça à fond et d'être libre à 100% de mon temps, même si j'avais déjà un job qui était chouette. J'étais pas dans un job d'employé où j'avais vraiment des horaires très précis, Mhm. où je devais aller au bureau tous les jours. On voyageait souvent. Enfin, c'était quand même vachement cool. Donc, je vais pas à me plaindre. J'ai eu beaucoup de chance. Mais je voulais quand même avoir ma liberté à 100%. Je voulais gérer 100% ma vie. Et je voyais tous ces gens autour de moi qui faisaient exactement ça, et qui gagnaient énormément d'argent et tout. Et moi, je viens pas d'une grande famille, j'ai pas eu l'habitude
de beaucoup gagner, mais par contre j'étais dans des belles écoles, j'étais au collège Cardinal Mercier où il y avait beaucoup de mes potes qui avaient des familles assez assez riches, et je me disais mais c'est chouette. Et donc j'ai toujours été attiré par justement faire mes propres projets, de bien gagner ma vie et tout ça, et du coup j'ai décidé, je me suis dit allez, je me lance à mon compte, et grâce au réseau que j'avais créé, en fait, ça m'a permis en fait de me lancer directement et d'avoir en vérité aucun souci. Dès le premier mois, ça a cartonné, et j'ai jamais eu de problème, de galère entrepreneuriale en tout cas. Et là, tu es devenu vraiment indépendant à 100%? Ouais, là je suis indépendant à 100%, donc j'ai une boîte à la base, donc j'avais créé une boîte de production quand j'étais encore là-bas, donc j'avais créé une boîte de production aux Seychelles quand j'étais à l'île Maurice. Et après, en revenant ici, du coup, je suis redevenu résident fiscal belge, donc j'ai retiré ma boîte là-bas et j'ai créé une boîte en Belgique. Et du coup, là, ça fait maintenant 2 ans, plus ou moins, que j'ai une boîte en Belgique, donc c'est tout jeune. Et voilà. Trop bien. Et autour de toi, tu avais déjà des exemples de personnes qui étaient entrepreneuses? Enfin, tu vois, c'était un milieu que tu connaissais un peu ou que tu as découvert vraiment grâce à cette personne à l'île Maurice? Alors, c'est vraiment un truc que j'ai découvert à l'île Maurice, et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pris du temps à vraiment me lancer dans des trucs, et que j'ai décidé d'abord de faire des études et tout ça. Ouais. Parce que moi, je viens pas d'une famille entrepreneuriale, j'ai pas vraiment de gens dans mon entourage qui sont dans l'entrepreneuriat. Et donc, je pense que c'est quand on voit ce genre de choses qu'on peut s'y intéresser, parce que quand tu connais pas, c'est dur de s'y intéresser si tu connais même pas ce que ça existe. Et donc, c'est vraiment en voyant tous ces gens-là que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Donc, ça s'est développé quand j'étais à l'île Maurice. Ça s'est développé à ce moment-là, et avant, j'avais commencé à m'intéresser quand je faisais un peu de vidéo. Je me suis dit, ça peut être chouette de faire la vidéo à mon compte, mais quand le mec m'a recruté, j'ai pas hésité, je me suis pas dit, ah non, c'est employé, je me suis dit direct, c'est trop bien. Et je regrette pas, parce que même, je veux dire, être employé, ça peut être extrêmement bien aussi, mais c'est vrai que maintenant, après l'avoir été pendant 3 ans, je me suis rendu compte que je veux être à mon compte, je veux faire mes propres projets, et ça me permet d'avoir plus de liberté, mais il y a des jobs qui sont géniaux aussi. Donc, Et ça ne t'a jamais fait peur, justement, d'être 100% à ton compte et dépendant de toi-même uniquement? Pas spécialement, parce que au tout début peut-être un petit peu. Allez, au tout début peut-être je me suis dit c'est un nouveau truc, ça fait un peu peur, mais j'ai tellement l'habitude de voir dans mon entourage du coup professionnel, quand j'étais à l'île Maurice, des gens avec des success stories énormes, qu'en fait ça te met presque en confiance. Tu te dis mais en fait parfois tu vois des gens, tu te dis mais attends, mais lui il fait des trucs pareils, comment c'est possible? Moi j'avais des clients via mon client, donc c'était beaucoup dans la vente de formations en ligne, et ils vendaient des formations en ligne. Parfois, tu disais, mais qu'est-ce que c'est, comment c'est possible que ça marche? C'est des trucs, parfois, je sais pas, ils vendent une formation en ligne sur le badminton, mais qui va regarder des vidéos en ligne sur le badminton? Tu vois, tu te rends pas compte. Ou des formations en ligne sur la parentalité, des formations en ligne sur la couture. Une de mes plus grosses clientes, elle vendait des formations en ligne de couture. Et tu te dis pas, c'est un truc qui cartonne. C'est un truc, parfois, t'as des clients, ils font 100 000 euros par mois. En fait, quand tu vois ces trucs-là, ça t'ouvre, et tu te dis, mais attends, mais tu te rends compte à quel point c'est possible de gagner sa vie, d'avoir aussi de l'impact, parce qu'ils avaient des impacts positifs sur le monde en vendant leur formation. Et tu te rends compte, à quel point c'est possible. Et donc, c'est vrai que j'avais une confiance dès le début en me disant, attends, s'ils font ça, moi en faisant de la vidéo, je peux quand même faire aussi gagner ma vie. Et puis, j'avais un bon réseau dès le départ, donc non, ça a bien été. Et en fait, ça t'a aidé de découvrir vraiment d'autres mentalités, quoi, parce que en Belgique, l'entrepreneuriat est pas toujours valorisé ou aidé en tout cas. Mais vu que tu as vu justement tous ces entrepreneurs à l'étranger, ça a dû t'aider dans ton mindset aussi. Ouais, à fond. Et c'est aussi pour ça que je travaille pas trop en Belgique, parce que j'ai pas vraiment évolué dans ce milieu-là en Belgique. Il y a certainement plein d'entrepreneurs en Belgique, mais moi je connais pas trop ce milieu belge. Les entrepreneurs que je connais sont plus francophones, français. Enfin, je veux dire, francophone, c'est belge aussi, mais français. Ou maintenant, partout dans le monde, comme les États-Unis. Et quand je vois des pitchs comme les États-Unis, maintenant, je me rends compte que là-bas, c'est énorme. En fait, là-bas, c'est un truc de malade, la différence. Les gens sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. J'avais vu des stats, je sais plus ce que c'était, mais je sais plus combien de personnes sont à leur compte aux États-Unis, mais c'est un pourcentage énorme par rapport à chez nous. Donc c'est pour ça que le milieu belge, j'avoue que je connais moins, et en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue en Belgique, donc famille, tout ça, j'ai pas eu d'entrepreneur spécialement.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après l'île Maurice? Comment t'as décroché tes clients suivants? Et en fait, tu partais des vidéos de voyage, mais comme tu le disais, t'as eu des clients dans plein de domaines différents, quoi. Comment tout ça s'est produit? Ouais. Bah, on va dire le parcours, c'était vraiment vidéo de voyage à la base, c'était l'objectif. Ça s'est tourné vers des vidéos de restaurants. Et parce que c'est les opportunités que j'avais. Et je faisais quelques trucs de voyage sur le côté. Donc après, je suis parti à l'île Maurice. J'ai travaillé pour un entrepreneur digital. Donc là, c'était vraiment vidéo plutôt de publicité. Ouais. Donc je faisais de la pub digitale, donc Facebook Ads, Google Ads. Je gérais un peu tout ça. Et je faisais aussi quelques vidéos événementielles parce qu'il organisait des événements. Donc je filmais ça. Et donc parfois, il y avait un petit côté un peu voyage avec les événements, vu qu'on voyageait souvent pour les événements. Et il y avait des événements à l'île Maurice et tout, donc ça restait un peu voyage. Sur place, j'ai commencé aussi à travailler donc sur le côté avec quelques hôtels. J'ai une page à l'île Maurice, du coup, qui est la plus grosse page de l'île Maurice de Instagram. Et du coup, on faisait pas mal de collaborations avec des hôtels et tout ça, avec des activités, par exemple des compagnies d'avions, des compagnies de bateaux. Et ça a permis de aussi avoir un peu cette passion encore de milieu voyage sur le côté de faire de la pub. Et voilà, donc c'est ça ce que j'ai fait globalement pendant les 3 ans. Et après ça, ben, comme j'avais un bon réseau dans le milieu des entrepreneurs du digital, c'est ce que j'ai vraiment fait. Je faisais de la publicité pour des formateurs en ligne globalement. Et donc quand j'ai lancé ma boîte, et au fur et à mesure, bah, je faisais de plus en plus de trucs. J'ai rencontré dans certains milieux de formation en ligne des dentistes. Et donc voilà, là après j'ai commencé à faire des vidéos pour des dentistes où j'ai trouvé que c'était une niche intéressante. Et donc j'ai rencontré pas mal de dentistes et j'en ai fait plein, des vidéos de dentistes, de cabinets ou de formation pour les dentistes. Et à côté de ça, bah, j'ai commencé aussi à aller aux États-Unis et rencontrer des gens. Et maintenant j'ai rencontré quelques artistes, donc je fais des vidéos aussi d'artistes. Donc en fait c'est vraiment je vais avec le flow, les choses se développent et je sais que c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sais que les opportunités quand on est ouvert et qu'on est prêt à les accueillir et qu'on les cherche, elles arrivent toujours et qu'on bosse évidemment, hein, faut pas rester chez soi non plus. Et du coup, ça fait que je suis ouvert à tout. Je sais que là, je me dirige plutôt vers un milieu artistique, j'ai envie de faire de la musique. Enfin, faire de la musique, pas moi faire de la musique, hein, mais faire filmer un peu tout ce qui est artiste de musique. Et mais je travaille beaucoup dans le milieu de la santé du coup maintenant, donc je travaille beaucoup avec du coup des dentistes comme je disais ou des compagnies dans la santé comme aussi des chirurgiens par exemple, des médecins même, parce que aussi aux États-Unis ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent en termes de pub. Ici tu pourras pas faire une pub pour un dentiste ou quoi que ce soit, c'est interdit les pubs. Donc c'est pour ça quand je travaille en France ou en Belgique avec des milieux médicaux, faut être très pointilleux, ça doit vraiment rien montrer, rien mettre en avant, aucune marque, ne jamais faire dire que chez soi c'est mieux que chez les autres, quoi que ce soit, c'est vraiment très juste, on montre l'endroit et on dit rien. Tandis qu'aux États-Unis, tu peux dire chez les autres c'est nul, chez nous c'est mieux, enfin tu peux vraiment faire tout ce que tu veux en pub, donc c'est plus facile et donc tu peux travailler avec des milieux médicaux et faire plein de choses différentes, donc c'est chouette aussi. Oui, c'est vraiment les contacts en fait qui font entre guillemets ta pub quoi. Parce que est-ce que sur ton compte Instagram t'as je crois 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'aide aussi à te visibiliser ou en fait c'est vraiment juste les contacts? Instagram, la vérité, ça m'aide pas tant que ça. En fait, moi, Instagram, je le vois d'une manière où j'avais un compte à la base quand j'étais à l'île Maurice avec quelques milliers d'abonnés, peut-être 2000, un truc comme ça. Et à l'île Maurice, grâce aux pages que j'avais, aux trucs que je faisais, j'ai commencé à me faire connaître un petit peu. C'est une très petite île, donc tu peux te faire connaître très vite. Les influenceurs à l'île Maurice, ils ont les influenceurs que les gens connaissent vraiment, ils ont peut-être 15-20 000 abonnés. Ouais. Donc quand t'as 15-20 000 abonnés, t'es un mec que les gens connaissent à l'île Maurice. Donc voilà, moi j'ai aussi organisé certains concours. J'ai du coup beaucoup été partagé sur ma page qui a, elle, 200 000 abonnés. Et donc ça fait que ma page s'est développée jusqu'à plus ou moins 10 000 abonnés. Et en vérité, j'ai jamais eu le besoin de faire plus, parce que quand on regarde mon compte, ça m'arrive pendant un mois, je poste des trucs, et puis pendant un an, je poste plus rien, parce qu'en fait, ça m'apporte pas tant que ça, et c'est juste que, pour moi, l'utilité là, j'étais très content d'avoir les 10 000 abonnés, parce que je sais que ça donne une crédibilité. Oui. Je le vois
je le vois en fait dans le regard des gens et même des clients. En fait, dès que t'as en fait vraiment ce 10K avec le K, bah ça donne une crédibilité que tu n'aurais pas. Et en tant que photographe, c'est super important parce qu'en Ouais. fait, les gens ils vont plus facilement se dire c'est un grand photographe en fait. Enfin, dis-moi l'abonné non, mais par exemple si t'en as 100 000, 200 000, les gens ils vont se dire c'est un photographe connu. Et du coup, les gens ils vont plus te mettre sur un piédestal Ouais, et avoir envie de bosser avec toi. Ça paraît bête et c'est un petit peu, ça peut être superficiel parce qu'au final, tu peux être le même qu'un autre et ça peut être même des abonnés que tu as achetés, mais c'est la vérité et c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir jouer avec ça. Et c'est comme maintenant le petit vérifié. le petit vérifié bleu. Ouais. C'est des trucs que tu peux même le payer maintenant, Ouais. c'est un abonnement. Parce qu'en gros, il y a deux façons d'être vérifié. Soit t'es vérifié donc parce que t'es vraiment une vraie star et du coup, ils vont regarder Instagram, analyser tout ce que t'as sur toi et voir si tu peux être vérifié. Donc là, tu payes pas, t'es vérifié. Et la deuxième solution, maintenant, t'as un abonnement à 15 € par mois où tu peux être vérifié. Et en gros, l'avantage de cet abonnement, c'est que c'est pas juste être vérifié, mais c'est qu'aussi ça te permet d'avoir un service client Instagram que tu n'aurais pas sans ça. Ça te permet aussi de qu'Instagram fasse tout le temps des vérifications au cas où il y a des fakes sur toi. Et voilà, un peu de tout ça. Et ça te permet d'avoir la crédibilité en payant 15 balles par mois. Et donc voilà, ça peut paraître encore une fois superficiel. Les gens ils se diraient putain, c'est trop con de payer pour ça et tout. Mais en vrai, moi je l'ai fait et depuis que je fais ça, ça se voit Ah tellement ouais. que les gens ils vont plus te valoriser en fait. C'est con, mais je me dis autant jouer avec ça plutôt que voilà que critiquer tout et se dire en fait non c'est trop con, c'est superficiel. Autant te dire bon je m'en fous, Mhm. je mets 15 € par mois et ça m'a apporté personnellement plein de trucs parce que je sais que les gens maintenant il y a plein de gens qui voudraient faire appel à moi, ils vont regarder mon Instagram, ils vont se dire c'est un photographe vérifié bla. Et voilà, c'est bête mais c'est des petits trucs qui pour moi ont une importance Mhm. et et voilà autant en jouer. Ouais, et la photo dont tu parlais, c'est venu comment? C'est venu naturellement aussi? C'était un peu, voilà, la vidéo et en parallèle la photo? Comment tu t'es lancé? Ouais, la vidéo et la photo, c'était en même temps. Vraiment, ça a commencé dès le début. Quand je suis parti à mon premier voyage avec mon première caméra, j'ai fait des photos aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment un truc c'était vraiment quelque chose qui était combiné. C'était pas, je faisais pas de la vidéo, je faisais pas de la photo, je faisais de la Ouais. vidéo et de la photo. Donc, j'ai toujours fait ça depuis le début. Et je pense que c'est super important de faire ça parce que savoir faire les deux, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément parce qu'il y a plein de jobs où des clients auraient pas le budget pour un photographe et un vidéaste. Et donc, quand t'es photographe et vidéaste, t'as deux fois plus de trucs. Donc, je pense que c'est super important de faire les deux. Après, c'est plus rare les photographes qui font de la vidéo, mais les vidéastes font en général toujours de la photo. Ouais. J'en connais très peu en tout cas, qui ne savent même pas faire de la photo. Et moi, c'est vrai que tous les jobs que j'ai eus, on m'a pratiquement toujours demandé de faire les deux. C'est très rare que je fasse qu'un des deux. Mhm. C'est vraiment que sur les très gros projets où il y a aussi un photographe. Mais pour la plupart des projets, c'est vidéo et photo. Ouais. Et oui, par rapport au fait que tu travailles dans plusieurs pays différents, comment tu as fait pour déterminer tes tarifs? Parce que j'imagine que, après en Belgique, maintenant tu as moins de clients, mais comment tu détermines ton prix par rapport à la Belgique, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'île Maurice? Et est-ce que du coup tu adaptes un peu en fonction du pays dans lequel tu te trouves? Alors oui et non. Donc disons que si je suis en Europe, je vais avoir les mêmes prix plus ou moins. Mais après quand je travaille, maintenant quand je m'installe aux États-Unis, donc les prix là-bas sont bien plus élevés. Donc les prix là-bas c'est pratiquement deux fois plus. Ouais. Donc par exemple en Europe, disons que j'ai commencé, j'ai quand même commencé avec des bons prix. Donc j'ai eu la chance encore une fois d'avoir un bon réseau de début, d'avoir une bonne expertise. J'ai pas commencé de zéro, j'avais déjà fait plein de trucs. Donc j'étais reconnu dans ce milieu du coup de l'infoprenariat, comme on appelle ça. Et ça m'a permis donc de pouvoir mettre des prix déjà très corrects au début. Donc j'ai commencé moi avec par exemple des prix à 800 € la journée pour le tournage, donc sans compter les montages. Et au fur et à mesure j'ai pu augmenter mes prix. Et là en général en Europe je suis plutôt sur des 1300-1400 € par jour. Et aux États-Unis du coup je suis un peu plus que le double en général. Donc c'est très 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 bien payé. Et parce que ça compte pas les montages, donc Mhm. ça fait qu'après les montages c'est en plus. Donc ça ouais c'est un métier je pense qui gagne très bien, mais en fait comme pratiquement tous les métiers, quand tu es indépendant, tu fixes tes prix. Donc, Ouais. moi, j'ai des amis à moi qui font la même chose que moi, mais qui demandent le tiers de ce que je demande. Donc, tout dépend de toi, du réseau que tu as, de l'expertise que tu as développée, et de la confiance que tu as en ton travail et de ta capacité à faire du business aussi. Ouais, ouais. Donc, Oui, c'est clair, parce que c'est pas seulement l'aspect créatif de la vidéo, c'est vraiment, il faut développer aussi ton mindset d'entrepreneur
t'affirmer en fait de ce côté-là, quoi, pas seulement sur le plan créatif. C'est ça, à fond. Moi, je pense que justement, je suis plus entrepreneur que créatif. Ouais. Parce que je pense que je suis créatif, sinon je ferais pas ce métier, évidemment. Mais je me vois plus... Ouais, je me vois pas trop comme un artiste, en fait. Par exemple, quand on parle de ça, pour moi, je suis pas du tout artiste. Ouais. Et je le vois quand je vois des amis à moi qui font de la vidéo, ou des connaissances, ou des gens que je vois sur les réseaux, qui font des trucs très artistiques. Moi, c'est pas artistique. Pour moi, c'est pas artistique, c'est juste clean. Ouais. C'est clean, c'est beau, c'est propre, mais c'est pas, y a pas une réflexion artistique comme sur une peinture où tu vas réfléchir vraiment comment tu vas mettre le truc. Moi, je vais faire une photo, je vais essayer de faire une photo qui va être le plus clean. Ouais. Mais je vais pas faire une photo où je vais me dire, ah, tiens, j'aimerais que la photo dise ça parce que j'aimerais que la personne se positionne de ce côté-là, parce que j'aimerais bien qu'on voit ce côté-là de son visage, que c'est important, il y aura la lumière à ce niveau-là, moi, je veux juste faire une photo qui est jolie. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je suis pas spécialement un grand artiste, et c'est aussi pour ça que quand les gens disent, ouais, mais tu fais de la vidéo, mais c'est parce que t'es doué pour ça à la base et tout. Pas du tout. Ouais. Moi, je pense vraiment pas. Je pense que c'est juste que j'ai appris comment faire une belle vidéo, une belle photo. J'ai appris les beaux cadrages, j'ai appris comment mettre la lumière, et j'ai au final acheté une bonne caméra qui fait de la belle qualité. Et à force de le faire, à force d'avoir l'habitude, j'ai fait des vidéos de qualité, mais je pense pas que j'ai un œil de base. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas eu un don à la base, mais pour toi, c'est vraiment du travail, quoi. En fait, c'est ça ton métier. C'est ça, à 100%. C'est vraiment du travail. C'est du travail et du réseau. Pour moi, c'est super important. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, et surtout là, depuis quelques temps, je me rends compte que le réseau, pour moi, c'est ce qui fait pratiquement tout, parce qu'une personne, par exemple, tu vas travailler avec une entreprise, la personne qui va gérer le marketing de l'entreprise et qui va s'occuper de recruter le vidéaste, il va beaucoup plus facilement prendre quelqu'un qui est son meilleur ami, évidemment, qu'un mec qui connaît pas du tout, même si ce mec est un peu plus fort que son meilleur ami. Donc évidemment, le plus important, c'est de faire du réseau. Tu parlais tout à l'heure du milieu de la musique dans lequel tu es rentré récemment. Comment ça s'est fait et quelles ont été comme ça tes premières expériences dans la musique? Ouais, donc le milieu de la musique, en gros, moi, la façon dont j'ai commencé, donc c'était en septembre de cette année. Donc ça fait pile un an maintenant, parce qu'on est en septembre. Et donc en gros, j'ai vu sur Instagram par hasard une chanteuse pas connue qui était sur les réseaux sociaux et qui en fait faisait un concert à Paris. Et je regarde un peu sur Instagram, et en fait elle faisait l'ouverture de Seal, le chanteur Seal. Et donc moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah, trop chouette. Je lui ai envoyé un message sur Instagram, j'ai dit, ah, est-ce que tu as besoin de photos pour ton concert? Moi, j'ai trop envie de faire des photos dans le milieu de la musique, j'ai envie de tester, j'ai jamais fait ça, mais voilà. Et elle me dit, ah, bah ouais, ça pourrait être cool, mais bon, le problème, c'est que ce soir, c'est la dernière soirée de la tournée, et c'est à Paris et tout, et moi, j'étais à Braine-l'Alleud, en Belgique, en pyjama dans ma chambre, et là, je me dis, ah, merde, mais sauf qu'elle me dit, bah, ouais, bah, du coup, prochaine fois, hein, désolé. Et je me dis, non, allez, je vais y aller. Et du coup, je lui ai dit, t'inquiète, je prends vite un train. J'ai foncé, j'ai pris mon appareil photo à moitié chargé, j'ai couru à la gare, j'ai pris le train, le Thalys, je me suis acheté un Thalys direct et je suis parti à Paris. Et je suis arrivé pile avant le concert, et elle était un peu en stress dans le train. Elle me disait, mais attends, mais j'ai pas de budget et tout ça. Et je disais, t'inquiète, je paye tout, je m'en fous, j'ai pas besoin d'être payé. Et je suis venu, et j'ai rencontré du coup sa famille, j'ai rencontré la fille, j'ai rencontré Seal, et j'ai fait des photos du concert, et j'ai adoré faire ça. Et après ça, du coup, pendant la nuit, j'ai sorti, donc juste après le concert, j'ai sorti une vidéo et des photos pour la fille, donc une petite vidéo Reels et quelques photos. Et je lui ai envoyé peut-être, je sais pas, 2 heures du matin. Et elle l'a vu direct parce qu'elle était encore réveillée. Et elle m'a dit, mais c'est ouf, c'est trop bien, merci. Et c'est un truc que je fais souvent d'ailleurs. Et que si quelqu'un qui fait de la vidéo entend ça, pour moi, c'est le plus important, c'est d'être super réactif. Les gens, ils adorent et ils sont choqués quand tu fais un truc super vite. Alors que c'est pas toujours plus compliqué. C'est juste que, voilà, c'est chiant parce qu'il faut le faire direct. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça les impressionne, et ça fait que, bah, ils ont une impression de toi qui est vraiment super favorable, et donc c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain matin, j'ai eu un appel du père de cette fille qui me disait, mais j'ai adoré ce que t'as fait, merci, en plus c'est venu sans rien demander, et il m'a dit, est-ce que t'es dispo dans 2 semaines, parce que j'ai un projet à New York pour mon association, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, bah oui. Donc j'ai été aux États-Unis, et j'ai passé une semaine là-bas chez lui, et j'ai passé une semaine avec Seal aussi, du coup, et du coup maintenant c'est devenu un très bon pote parce que je le vois presque tout le temps.
Et grâce à ça, j'ai rencontré plein d'autres artistes parce que cette fille était signée dans un management où il y a aussi d'autres artistes, comme par exemple John Legend. Ouais. Donc récemment, j'ai pu rencontrer aussi John et j'ai fait voilà d'autres plus petits artistes parfois aussi. J'ai fait aussi des DJ. J'ai eu la chance de rencontrer aussi Lost Frequencies qui est belge. Grâce à lui parce qu'il est super sympa et que je lui avais envoyé un message via un pote à moi pour le rencontrer quand il était à Los Angeles et il m'a dit viens fais des photos de mon concert et tout et j'ai fait et super bien passé. Après ça il m'a demandé de venir une fois avec lui à Las Vegas et voilà, il m'a donné vraiment ma chance, donc ça m'a aussi permis de développer mon portfolio et c'est aussi ces photos là qui m'ont permis de pitcher John Legend, qui m'ont permis d'avoir John Legend et peut-être d'autres qui arrivent là par la suite qui sont plus ou moins prévus. Donc voilà, j'attends encore de voir ça et j'attends d'avoir mon visa pour pouvoir aller là-bas maintenant et faire ça à temps plein. Mais voilà, c'est un milieu que je trouve vraiment génial et c'est une vie excitante parce que c'est des gens qui bougent non-stop partout, qui font des tournées, qui s'amusent quand même bien en tournée et c'est un truc que j'ai envie d'expérimenter. C'est quoi le nom de l'artiste, la toute première? Comme ça, c'est toujours chouette de la citer. Ouais, c'est Zia Victoria. Et du coup, c'était vraiment un pari, quoi, de la contacter en lui disant, ok, je prends un train, j'arrive à Paris et je fais ça gratuit. Enfin, c'est vraiment un pari, quoi. Et tu te disais, tu sentais que tu devais le faire? Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, c'est un truc que j'ai rarement eu, mais j'avais vraiment un sentiment, je me suis dit, j'avais vraiment une intuition où je me suis dit, putain, faut que j'y aille, faut vraiment que j'y aille, même si j'avais trop la flemme, hein, j'avais la flemme, j'étais en pyjama chez moi et c'est une fille qui était pas connue et tout, mais j'avais une intuition, puis je me suis dit, je vais rencontrer Syl, c'est quand même chouette aussi, mais j'avais l'intuition, je sais pas, je sentais bien cette personne, et ouais, et depuis, ça a porté ses fruits parce qu'en fait maintenant donc elle et sa famille c'est un peu comme ma famille maintenant parce que là par exemple j'étais pendant 3 mois là, je viens de revenir cette semaine et j'étais pendant 3 mois avec eux tous les jours non-stop, je fais plein de trucs avec eux, c'est une famille vraiment géniale, le père il m'aide dans plein de trucs, il me fait rencontrer énormément de monde et c'est assez ouf. Là la semaine passée j'ai eu un tournage où j'ai rencontré même Bill Gates, donc excellent. c'est ouf parce qu'il le connaît, c'est un pote à lui et tout, donc c'est que des trucs incroyables que j'aurais jamais imaginé dans ma vie et c'est grâce au fait de suivre mon intuition, donc je suis très content d'avoir fait ça et il y a plein d'autres trucs qui arrivent comme ça et maintenant j'essaie de suivre le plus en plus mon intuition possible. Ça m'arrive d'avoir des fois ça aussi et je le suis parce que je me dis allez, vu ce que ça m'a apporté de faire ce petit truc, je me dis en fait il faut vraiment suivre son intuition parce que ça peut nous emmener vers des choses qu'on n'imagine même pas possibles. Ouais, c'est clair. Et surtout, de faire ce pari aussi de pas être rémunéré pour ton travail, quoi. Alors que on connaît les difficultés aussi d'être indépendant et du fait que il faut se faire rémunérer. Mais tu t'es dit, ok, c'est bon, là je le fais gratuit, quoi. Donc ça aussi, c'est courageux sous cet aspect-là. C'est ça. Et moi, je fais plein de trucs gratuits. Franchement, pourtant, je pense que je suis un très bon entrepreneur. Je gagne très bien ma vie. Mais je fais plein de trucs gratuits. Parce qu'en fait, c'est super important pour moi de faire ces choses-là parce que parfois en fait les gens, moi j'ai même du coup moi je travaille beaucoup de vidéastes et d'éditeurs, donc de monteurs vidéo. Ouais. Parce que j'ai besoin pour ma société de recruter quelques personnes. J'ai un monteur à temps plein maintenant d'ailleurs et du coup à force d'avoir travaillé avec des monteurs, je vois aussi un petit peu comment les gens se comportent et je vois pourquoi la plupart des gens ils ont du mal. C'est parce que la plupart des gens aussi ils sont pas prêts spécialement à se dire je vais me lancer à fond dans cette opportunité. Et donc, par exemple, parfois, t'as des gars avec qui j'ai travaillé sur certains clients où je sais que c'est des opportunités énormes, qu'ils auraient pu avoir un truc vraiment de ouf. Et en fait, parfois, les gars, ils veulent même pas essayer vraiment. Et ils vont te dire, ah non, c'est tel prix. Et je change pas, il y a pas moyen. Et après, souvent, je leur demande un peu, je creuse. Et ça m'est déjà arrivé de parler avec des mecs, en fait, qui étaient vidéastes et qui en fait touchaient juste tout ce qui était allocation et en fait ils gagnaient pas spécialement avec la vidéo et les week-ends ils travaillaient en tant que serveur dans un bar et en fait après quand tu leur proposais un truc ils disaient non mon prix c'est ça et je peux pas. Mais du coup malheureusement quand t'es pas prêt aussi à faire des efforts et à essayer et des sacrifices aussi tu peux pas avoir les opportunités et moi je pense que les opportunités c'est pas juste de se dire ok mon prix c'est je sais pas je vais dire n'importe quoi mais 1 000 € la vidéo et je descendrai pas je changerai rien parce que tu fais ça marchera jamais. Ce qu'il faut c'est d'abord de rencontrer les gens, d'abord faire ton réseau, d'abord avoir ton portfolio, d'avoir vraiment des gens qui veulent bosser avec toi et en fait quand t'es reconnu et que les gens viennent vers toi et tout ça, là tu pourras vraiment plus facilement, t'as une marque qui fait que les gens ils
ils vont te dire ok, ouais, vas-y, oui, je mets ce prix-là, et tu peux me demander plus cher, tu peux me demander ce que tu veux en fait. Ouais. Mais au début, tu es obligé de faire ce genre de choses. Et là, que je vais aux États-Unis, par exemple, le bon exemple, c'est que j'ai plein de gens qui m'appellent en France, et je fais plein de projets en France déjà avec des entrepreneurs donc du digital. Et j'ai pas de problème avec les prix, je mets mes prix, et si quelqu'un me paye pas mon prix, bah, je dis non, c'est tout simple, parce que je suis déjà assez reconnu dans ce que je fais à ce niveau-là. Bien sûr, je suis flexible, parfois ça arrive de pouvoir faire des prix à telle personne ou telle personne, hein. Mais aux États-Unis, ce que je fais, c'est que j'ai été la première fois, je connaissais 0 personne, je connaissais juste une américaine influenceuse qui était à Miami, et moi je suis parti à Los Angeles. Et donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce que tu connais quelqu'un à Los Angeles, j'ai envie d'essayer de trouver du travail là-bas. Et elle m'a dit je connais juste une société de soins de santé. Et elle m'a dit tiens le contact. Et j'ai pris le contact de la personne, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bah la semaine prochaine je suis à Los Angeles, je connais personne et je fais de la vidéo. Est-ce que ça te dit on fait une journée, je te l'offre totalement, une journée de tournage, alors que c'est des trucs que je vais payer en Europe plus de 1300 euros. Et du coup je entre guillemets crache sur 1300 euros, mais c'est des 1300 euros que j'aurais jamais eu parce que personne me connaît pas, elle va pas me dire, elle va m'engager. Et donc j'ai dit, je fais une journée complète tournage gratuit et je viens et je te ferai des montages pour montrer un peu à quoi ça ressemble, ce que je fais, etc. Et si ça te plaît, après on pourra travailler ensemble. Je l'ai fait. Depuis, c'est devenu même mon sponsor pour aller aux États-Unis, tellement je m'entends bien avec eux, et c'est des gens, là c'est un client qui va, quand je vais m'installer là-bas, me payer pratiquement 10 000 euros par mois. Donc comme quoi ça sert à rien de parfois être trop sur la défensive et tout, et se dire ah non je peux pas parce que pour me respecter ou quoi. En fait t'es obligé de commencer par du gratuit, et moi le gratuit c'est ce qui m'a aidé plus dans ma vie en fait. Je dis pas qu'il faut être gratuit tout le temps, mais comme je disais, partir avec la chanteuse au concert et tout, bah j'ai fait un truc gratuit, et résultat qu'est-ce que je fais, bah je travaille avec John Legend, j'ai rencontré Bill Gates. Enfin c'est des trucs où tu te dis comme quoi parfois c'est super important en fait de savoir aussi réfléchir au-delà de juste l'aspect financier et se dire ok, qu'est-ce que ça peut m'apporter derrière. Ça va m'apporter du réseau, ça va me permettre de rencontrer ces gens, ça va me permettre de développer mon portfolio, et aussi de après développer l'aspect financier. Mais il n'y a pas que ça au début. Ouais, trop bien. Ouais, c'est un investissement quoi. Exactement, c'est un investissement. Et pourquoi à la base tu as décidé d'aller à Los Angeles ? À la base, Los Angeles, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, je me suis toujours dit je vais vivre à Los Angeles. Depuis que je suis vraiment petit, c'est un truc, autant je n'ai jamais dit je voulais faire de la vidéo quand j'étais petit, autant j'ai toujours dit je veux vivre à Los Angeles, mais sans savoir pourquoi. Et en plus tous les gens que je connais qui y allaient m'ont dit ouais c'est assez décevant, c'est pas terrible. Moi j'adore. Et donc ouais, j'ai toujours voulu. Et donc j'ai été l'année passée, j'ai été plusieurs fois à Miami, voir un de mes meilleurs amis qui vivait là-bas, belge du coup, et j'ai adoré les États-Unis. J'ai adoré vraiment la vibe là-bas. Je sais pas, les gens, comment les gens te parlent dans la rue et tout. Enfin, tu rencontres des gens non-stop, c'est très différent. Et au final, je voulais tester aussi Los Angeles. J'avais testé aussi New York du coup, et le dernier qui me restait à faire dans les grosses villes qu'on connaît un peu, c'était Los Angeles. Donc je me suis dit bah je vais me prendre un billet d'avion avec un pote. Donc je suis parti. J'ai pris mon billet d'avion avec mon pote est pas venu, il m'a lâché la veille, et donc je suis resté une semaine donc tout seul, et je me suis promené, j'ai fait des tours, et j'ai travaillé avec cette société donc que je parlais gratuitement, et voilà, et donc c'est là que j'ai commencé, et c'est là que pour moi j'ai eu vraiment la révélation. Je me suis dit attends, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis encore en Europe, même si c'est très bien l'Europe, mais c'est vrai que pour mon métier, pour ça, je sais que là-bas, en 10 ans, je ferai ce que je ferai en 1 an en Europe. Donc c'est vraiment pour ça que je pars là-bas, parce que je sais qu'après, par exemple, si je travaille là-bas aux États-Unis, à Los Angeles, tous les gros artistes avec qui je travaille, par exemple, comme je disais, donc John Legend, maintenant pouvoir dire ça sur mon portfolio, c'est tellement énorme que, en fait, quand je reviens en Europe, bah c'est encore une fois même plus facile après de dire mes prix, et les gens vont dire ok, bah c'est le mec qui travaille avec John Legend, clair. Donc tandis que si dans l'autre sens c'est plus compliqué, donc autant d'abord aller le plus haut possible, et après bah tu peux faire des trucs qui sont plus simples, on va dire. Donc c'est mon but, c'est vraiment d'aller là-bas, de faire les trucs les plus hauts possibles, et je pense même pas honnêtement à l'aspect financier pour l'instant, parce que je sais que je gagne déjà bien ma vie, et je sais que je gagnerai très bien ma vie par la suite, mais je pense vraiment à l'aspect ambition de rencontrer toutes ces personnes, d'avoir un réseau le plus développé possible, d'avoir le meilleur portfolio possible. Et je sais que d'ici 5 ans, bah, j'aurai tellement de social proof que je pourrai faire beaucoup plus de trucs déjà où que je veuille, et les gens m'appelleront plus facilement moi.
Donc, ouais, mon but, c'est vraiment ça. Et je pense même, comme je dis, même pas à l'aspect financier pour l'instant, parce que je sais que c'est un truc qui viendra par la suite et que le plus important, c'est de construire toute ma fondation d'abord. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et du coup, là, ton objectif, c'est d'obtenir le visa et de t'installer à Los Angeles pour de bon? Ouais, exactement. Donc là, je fais mon visa. Donc j'espère, je croise les doigts pour l'avoir ce mois-ci et m'installer à Los Angeles. Donc pour de bon, je sais pas, mais pour quelques années, oui, c'est Ouais. sûr. Pour 5 ans, 10 ans, en tout cas aux États-Unis, oui. Toute ma vie, je pense pas, parce que c'est une mentalité très différente et je pense que professionnellement, c'est une super mentalité parce que moi, je m'y retrouve beaucoup. C'est très entrepreneurial, les États-Unis. Mais personnellement, je pense pas que c'est une mentalité qui me plaît tant que ça. Parce que il y a parfois aussi un peu, bah, c'est la vérité, de superficiel et tout. Ouais, ouais. Et c'est aussi beaucoup, bah, professionnellement, c'est génial, du coup, parce que c'est beaucoup de relationnel, de réseau et tout ça. Mais personnellement, c'est plus compliqué parce que parfois, se faire des vrais amis là-bas, c'est plus difficile. Je pense que c'est faisable, contrairement à ce que la plupart des gens pensent et disent quand ils vont là-bas. Mais moi, je pense que c'est vraiment faisable. C'est juste que c'est une manière différente de voir les choses et différente de voir les amitiés et de se faire des amis. Et juste que nous, on est habitué à un truc différent. Mais voilà, c'est moi j'aime bien l'Europe quand même. J'adore l'Europe, j'adore la Belgique. Je pense pas que je me verrais vivre en Belgique, mais j'ai envie de rentrer en Europe quand même souvent. Et je pense que si je dois m'installer toute ma vie quelque part, ce sera à l'île Maurice, Ouais. parce que c'est là que j'ai vraiment eu le coup de cœur de ma vie pour la partie personnelle, on va dire. La partie professionnelle là-bas, bah, il y a pas grand-chose à faire. C'est une petite île, donc c'est difficile d'avoir beaucoup de projets. Mais personnellement, c'est la belle vie. Tu te promènes pieds nus partout. Tu fais tes après-midi à la plage avec tes potes. Je veux dire, tu vas monter une montagne pour le coucher de soleil. Après, le lendemain matin, tu vas faire du paddle avec les dauphins. Enfin, pour moi, y a pas mieux comme mode de vie que là-bas. Et il y a pas de vraiment, il y a rien de superficiel, pas de prise de tête. C'est génial. C'est trop chouette. Et t'as pas peur que tes proches, ta famille, tes amis te manquent? Non, pas tant que ça parce qu'en fait, je les vois souvent. Parce qu'au final, moi, je voyage tellement que je suis très souvent aussi ici. Ouais. Donc, c'est presque comme si je partais, enfin, j'exagère, c'est pas ça non plus, mais comme si je partais travailler la semaine quelque part Ouais, et que je ouais. revenais le week-end. Donc, je reviens pas tous les week-ends, évidemment, mais disons que je reviens presque tous les mois, en fait, déjà. Donc, tous les mois, je suis là. À part là, bah, j'étais pendant 3 mois aux États-Unis. Mais sinon, pratiquement tous les mois, je suis là. Et quand j'aurai mon visa, ce sera encore plus facile parce que je pourrai faire plein d'allers-retours. Ouais. Et donc, parce que j'ai quand même un projet aussi en Europe à développer. Ouais. Donc, je lâche pas tout. Donc, voilà, je fais encore des allers-retours partout. Et c'est moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est aussi de pouvoir voyager partout, d'être toujours d'être très dynamique et par exemple, un jour, bah, là, par exemple, ce mois-ci, j'étais donc avec mes amis à New York pendant la première semaine. J'ai fait plein de trucs. Enfin, on était à New York, on était à l'US Open et tout. Enfin, c'était vraiment, c'était génial. Là, je suis revenu, j'ai passé là les quelques jours avec mes parents. Après, là, cette semaine, je vais voir plein d'amis à moi, je vais faire des rendez-vous avec des potes. La semaine prochaine, du coup, je pars au Népal, je travaille avec une association au Népal, avec 2 potes à moi qui me rejoignent. Puis, la semaine d'après, on part à Dubaï, je vais voir un de mes meilleurs amis qui vit à Dubaï. Puis après, je reviens ici pour revoir mes parents quelques jours. Puis, je pars à Paris et je vais voir d'autres potes à Paris, des potes qui vivent maintenant en Guadeloupe, qui nous rejoignent à Paris. Et en fait, bref, ce que je kiffe, c'est juste d'être tout le temps partout. Et en fait, de voir mes potes de partout dans le monde et que mes potes voyagent avec moi, qu'on fasse des activités et de permettre de voir ma famille, mes amis et les gens que je connais un peu partout tout le temps. Et ça, c'est ce que vraiment j'adore. C'est pour ça que je suis très heureux de voyager. J'ai beaucoup de chance de faire ça parce que c'est ce que mon métier m'apporte. Ouais. Et ouais, t'as vraiment besoin d'une vie en mouvement constant, quoi. Exactement. Et ça c'est un truc par contre que j'ai toujours su. Autant, encore une fois, la vidéo, j'ai pas toujours su, mais Ouais. bouger tout le temps, j'ai toujours su. C'est vraiment un truc que je pouvais pas me permettre de faire en fait financièrement avant, et c'est pour ça que je le faisais pas, et c'est ça qui me manquait vraiment, c'est de pouvoir bouger. Et moi, je rêvais de ça vraiment quand la vie que j'ai actuellement, il y a 10 ans, c'est la vie que je rêvais, et que j'imaginais même pas que j'allais avoir. Donc j'ai encore une fois beaucoup de chance et je suis très reconnaissant de pouvoir faire ça, et c'est grâce à mon travail, mais aussi à beaucoup de gens autour de moi qui m'ont Ouais. fait confiance, qui m'ont aidé. Et donc, je pense que ça, c'est super important de reconnaître aussi qu'on est la somme, en fait, pas que de soi, mais en fait, on est la somme des gens qui nous entourent et la somme des opportunités qu'on prend, la somme de la société autour de nous. Enfin, c'est vraiment, on est la somme de tout ce qui nous entoure, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un très bon entourage, parce que c'est ce qui va façonner qui vous êtes. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir un bon entourage, des bons amis qui maintenant font aussi beaucoup de choses comme moi, qui voyagent partout, et une famille qui m'a supporté. Donc voilà. Mhm. Tu peux expliquer un peu justement quel est ton travail avec cette association au Népal?
Ouais. Alors en gros, donc moi je travaille avec une grosse fondation au Népal, donc qui a été créée par un Américain qui s'appelle Clint Rogers. Ouais. Et donc je l'ai rencontré par hasard. Donc juste pour le contexte, moi j'étais donc avec un de mes clients français à Miami. Donc c'est la première fois que j'étais justement aux États-Unis grâce à ce client français pour un tournage avec lui. Et en fait, je lui avais parlé un peu de la spiritualité, qui est un milieu que je connais zéro. Et je lui ai dit, moi, ça m'intéresse de découvrir ça parce que j'ai beaucoup de clients qui sont là-dedans. Et j'ai beaucoup de clients qui sont intéressés par la spiritualité, qui font des retraites et tout ça. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais trop un jour faire une retraite spirituelle pour voir un peu comment ça se passe, ce que c'est, et découvrir ce monde. Et il m'a dit, bah écoute, c'est marrant que tu dis ça, parce que dans 2 semaines, j'ai une retraite spirituelle avec un gars qui s'appelle Clint au Népal. Et j'ai une place en plus parce que ma femme vient pas. Et j'ai dit, bah excellent. Et il m'a dit, ok, bah viens. Et donc j'ai été. On est parti au Népal, donc la semaine d'après. Et en fait, là, bah, du coup, j'ai fait tout ce qui était spirituel et tout. Je veux pas dire que ça m'a non plus, que je suis devenu quelqu'un de très spirituel. J'ai essayé de m'intéresser, mais c'est un milieu que j'ai encore du mal à comprendre, Ouais. parfois. Et même si c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais il y avait aussi toute la partie du coup orphelinat parce qu'en fait c'est une fondation qui supporte des orphelinats au Népal, donc ils en ont une bonne dizaine avec des je sais pas combien, il y a peut-être 500 600 enfants, un truc comme ça. Et en gros ben on a du coup pendant cette retraite, en plus des activités plus spirituelles dans les temples et tout ça, on a aussi du coup été dans les différents orphelinats pour un peu voir ce que la fondation faisait et pour en fait pendant ce séjour il y avait un nouvel orphelinat qu'ils connaissaient pas qui en fait était en danger parce qu'ils allaient se faire expulser par le gouvernement et il y avait 60 enfants plus ou moins qui allaient se faire mettre à la rue parce que ils avaient plus les fonds pour payer et le gouvernement voulait les mettre dehors. Et en gros, ben donc Clint, il nous a emmenés tous dans ce truc-là pour qu'on voit un peu, qu'on discute, qu'on réfléchisse à des solutions pour aider cet orphelinat. Et en fait, finalement, il a pris l'orphelinat dans l'association et le groupe entier a permis de récolter, je sais plus combien, genre peut-être 150 000 euros quand même, pour pouvoir subvenir aux besoins de l'orphelinat pendant un certain temps. Et donc maintenant, il est suivi par la fondation. Et donc c'est là où ça m'a vraiment fait rentrer dans ce truc-là, où je me suis dit, putain, c'est chouette. Et moi, en fait, j'avais ma caméra à ce moment-là. Donc, Ouais. en fait, j'ai filmé des vidéos pour aider donc Clint. Et j'ai fait une vidéo pour, du coup, avoir cette levée de fonds qui était sur le site web. Et c'est en partie, parce qu'évidemment, c'est pas que ça, mais c'est en partie ce qui a permis d'avoir, de créer une belle histoire et de pouvoir toucher les gens et d'avoir des fonds pour cet orphelinat. Et donc, suite à ça, en fait, le mec, il a dit, bah, c'est cool d'avoir fait ça. Est-ce que ça te dit de revenir l'année prochaine et on refait des contenus pour essayer de refaire des vidéos par rapport à ça. Et du coup, je suis retourné. Et en fait, ça fait plusieurs fois maintenant que je retourne et je fais des contenus pour justement enfin la promotion entre guillemets. Je veux dire pour montrer un peu ce qui se passe là-bas, raconter les histoires des différentes personnes et bah, toucher les gens pour permettre d'avoir des fonds et de financer ces orphelinats. Et là, bah, j'y retourne la semaine prochaine pour un nouveau projet. Donc, j'ai un de mes clients qui organise un gros événement en fin septembre à Paris. Et j'ai proposé à ce client de s'associer avec l'association pour, pendant l'événement, faire une levée de fonds. Et en gros, donc là, je pars au Népal pour faire une vidéo pour dédiée à l'événement. Ouais. Donc, on va raconter aussi l'histoire des gens de l'orphelinat encore une fois, mais je vais parler même moi pour expliquer vraiment par rapport à l'événement. Et on va essayer de lever. Le but, c'est de lever 200 000 euros quand même. Donc voilà, c'est un assez gros challenge, mais je pense que c'est vachement faisable parce qu'il y a 5000 personnes. Donc 5000 personnes fois 20 euros, ça fait 100 000 euros. Et mon client va mettre le double. Donc ça veut dire que 200 000 euros, pour moi, c'est très atteignable. Donc voilà, le but, c'est de lever 200 000 euros pour du coup un orphelinat en particulier cette fois-ci. Et voilà, et donc je travaille avec cette association très régulièrement et j'y vais souvent. Maintenant, bah, je connais bien les enfants et tout, donc c'est chouette et ça me permet, ce qui me plaît aussi, c'est de me dire que, parce qu'évidemment, je me fais pas payer pour ça. Donc, Ouais. ce qui me plaît, c'est de me dire que grâce à mes compétences, je peux aussi faire des choses comme ça. Il n'y a pas que le business. Je peux aussi faire des choses bien qui peuvent aider les gens. Et encore une fois, j'ai la chance de bien gagner ma vie, de me permettre de faire ça sans aucun souci. Je veux dire, je suis pas en galère de me dire, ah, mais j'aurai pas le temps d'aller faire ça parce que j'ai d'autres trucs à faire et j'ai pas l'argent pour. J'ai la chance de voilà faire ça, mais du coup, voilà, il y a plein de gens qui ont la chance mais qui le font pas. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est aussi de se dire, bah voilà, il y a ça aussi que je peux faire et je peux mettre ma petite touche quelque part où ça aura un impact positif pour des gens et du coup c'est ce que je fais. Et c'est ce qui est même plus kiffant que faire du business et gagner sa vie et travailler avec des grosses stars, c'est de pouvoir aider aussi des gens qui n'ont pas ces opportunités là
Et c'est un truc qui est important dans ma vie aussi, c'est que je me rends compte que moi, j'ai eu la chance d'avoir quelques opportunités via quelques personnes. Et c'est pour ça que je me rends compte que certains n'ont pas les mêmes opportunités. Et c'est hyper important d'essayer de donner les opportunités. Je pense que ça, enfin, moi, je suis pas partisan de donner aux gens directement des trucs, de donner de l'argent, de donner tout, en fait, et que les gens ne fassent rien. Moi, je suis plutôt du genre à dire, il faut donner les opportunités. Je pense que c'est important, et malheureusement, c'est pas le cas, mais que tout le monde ait les mêmes opportunités dans la vie. Et donc, c'est pour ça que mon but, moi, ce serait vraiment de, par exemple, là, bah, je vais aussi amener des caméras, et je leur ai déjà fait jouer avec des caméras et tout ça. Et j'ai envie de pouvoir aussi leur donner l'opportunité de se dire, ah, mais c'est cool la vidéo, est-ce que je pourrais pas essayer? Parce qu'il y a plein d'enfants qui connaissent pas du tout ce que c'est, qui imaginent même pas, parce qu'ils ont jamais vu de caméra, en fait. Et du coup, ben, voilà. L'important, c'est de pouvoir donner ces opportunités et après de leur donner une structure, donc, pour évoluer, donc, l'orphelinat, où ils ont aussi des fonds pour pouvoir peut-être faire des études par la suite. Et voilà, leur donner l'opportunité de vivre de ça par la suite. Après, chacun fait ce qu'il veut avec l'opportunité qu'il a et le travail qu'il va mettre dedans. Mais au moins, le plus important, c'est de donner cette opportunité que nous, ici, on est tellement remplis d'opportunités, on s'en rend même plus compte et la plupart des gens, ils ont l'impression qu'ils en ont pas. Alors que ici, en fait, quand tu vois les pays comme la Belgique, c'est énorme. On a tellement d'opportunités, c'est un truc de malade. Ouais. Trop bien. Et j'allais te dire aussi, ça doit te faire du bien et parfois te remettre aussi un peu les pieds sur terre, d'aller justement travailler sur ce projet parce que tu vis t'évolues dans une sphère aussi un peu plus luxueuse avec des gens qui ont des moyens. Ça doit te faire du bien en fait d'être au Népal dans cet orphelinat, de voir un peu cet autre aspect de la vie, quoi. Ouais, exactement. Ça t'apprend plein de choses en fait de voir ces gens-là et déjà même culturellement d'aller dans des pays du coup c'est un peu la culture indienne tout ça et enfin ça ressemble carrément à l'Inde donc c'est super intéressant culturellement et moi j'adore découvrir de nouvelles cultures parce que tu découvres de nouvelles façons de vivre aussi, de nouvelles mentalités et tu te rends compte qu'il y a pas que nous en fait parce que nous quand tu voyages pas trop en fait tu t'imagines que tous les gens pensent comme ici, que tous les gens ont les mêmes presque coutumes et tout ça, mais en fait, quand tu voyages, tu te rends compte à quel point les gens pensent très différemment parce qu'ils ont vécu dans un environnement très différent et donc ils ont une autre vision de la vie aussi. Et c'est intéressant de voir différentes façons de penser, différentes visions de la vie. Donc ça déjà premièrement, et ensuite évidemment c'est trop cool d'avoir un impact comme ça et même ça te permet de te rendre compte de ce que t'as, que ces gens-là en fait ils sont déjà très heureux parfois avec des plus petits trucs et que nous on a tellement qu'en fait on se rend même plus compte et donc je pense voilà parfois c'est presque égoïste parce qu'en fait on y va pour se faire du bien à soi-même aussi donc c'est clair mais bon tant qu'on fait du bien aussi aux autres et qu'on aide sur des choses je pense que c'est super important et donc c'est un échange parce qu'en fait c'est quand tu vas là-bas tu fais des choses pour eux et en même temps en fait sans que tu te rendes même compte ils font des choses pour toi et donc c'est pour ça que je pense que la plupart des gens font des voyages aussi comme ça. Hein. À la base, c'est souvent pour soi. Ouais. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'est tellement bien de pouvoir faire des choses bien comme ça. Et donc, en fait, tu as envie de faire des choses aussi pour eux. Mais c'est vrai qu'à la base, je pense que la plupart des gens, ils voyagent dans des pays comme ça, dans des trucs au Népal ou en Afrique et tout. C'est pas pour les gens, mais c'est plus pour eux à la base, pour se retrouver aussi. Mais c'est une super chose parce que tu permets de développer aussi des choses et enfin, tant que tu fais des choses bien, c'est le plus important. Ouais. Quelles sont tes envies pour la suite ? Moi, mes envies pour la suite, ça va être du coup, comme je disais, donc de m'installer aux États-Unis, donc de commencer à vraiment, comme je disais, donc je pense même pas spécialement à l'aspect financier pour l'instant, c'est vraiment de développer le plus gros réseau possible. Là, c'est vraiment, je veux développer un réseau énorme parce que je sais qu'avec ce réseau, j'aurai plein d'opportunités et que un jour peut-être qu'il y a un truc qui va, je sais pas, j'ai quelqu'un qui a une grosse entreprise qui va me dire bah tiens, j'aimerais que tu crées la partie créative de mon entreprise et tu prends un pourcentage sur mon entreprise et voilà, peut-être que c'est ça qui va se développer, j'en sais rien du tout, peut-être que comme je disais là tout à l'heure, je vais être agent d'artiste, j'en sais rien du tout. Juste je me laisse aller avec le flow, je fais ce que je fais pour l'instant qui me plaît, je fais de la vidéo et je travaille avec des artistes de musique qui est ce que je veux faire et je verrai ce qui arrive par la suite et évidemment je continue ce que je fais sur le côté avec la fondation au Népal, je veux développer d'autres choses aussi sur ce plan-là et je continue à voyager, à profiter de ma famille et de mes amis aussi autant que je peux. Trop bien. Je vais te poser la toute dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et que j'ai jamais fait ? Il y a pas mal de trucs que je fais en vrai parce que
J'aime bien essayer plein de trucs, comme je disais. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses, je dirais. La seule chose, c'est que moi, je suis pas spécialement très confiant dans le fait de me mettre en avant. Par exemple, ce genre de choses, j'en fais pas. Enfin, maintenant, j'en ai fait quelques-unes, évidemment, mais mais j'en ai pas fait tant que ça. Et je pense que ce que j'aimerais oser plus, c'est aussi partager plus ce que je vis, parce que je fais quand même. En fait, avant, il y a longtemps, quand je faisais des mini voyages, je me disais bon, je vais pas faire de vidéo quoi parce que c'est pas assez intéressant, je fais pas assez de trucs. Maintenant, je voyage non-stop, je fais plein de trucs quand même assez cool, je rencontre des gens assez inspirants et mais pourtant je me dis toujours la même chose, je me dis bah pas encore, je peux pas, j'ai pas encore assez de trucs à montrer. Et du coup, bah ce que j'aimerais oser faire, c'est peut-être bah plus oser me mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais de manière différente. Donc par exemple là, je vais sortir justement peut-être mon premier vlog au Népal là la semaine prochaine. Et donc, ouais, le but serait de développer une chaîne YouTube et de me lancer plus sur ça pour aussi développer un petit peu mon personal branding, on va dire, mais avec des vidéos qui sont plutôt inspirantes aussi et qui donnent Ouais. envie aux gens de bouger, de se lancer, de voyager, de chancer dans leur passion, que ce soit quoi que ce soit, même totalement autre chose que la vidéo. Je pense que toutes les passions sont bien et toutes les passions peuvent mener au job que tu veux. Au final, c'est juste une question de la manière dont tu le fais. Trop bien. Bah, ça va parfaitement avec le podcast, vu que le but, c'est d'inspirer celles et ceux qui écoutent à aussi oser se lancer. Donc, ce sera dans la même mouvance, quoi. Mais magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Antoine d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour le suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci et l'identité visuelle a été créée par Minuit Studio. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode.